On va débuter par quelques rappels de base. C'est toujours difficile quand on parle de nutrition de savoir où on met le curseur entre une approche très pragmatique avec des recettes et puis une approche où on va loin dans les rappels physiopathologiques. Donc j'ai essayé de faire un petit peu les deux et j'espère que vous allez y trouver votre compte. Alors, bon, vraiment, si on part de la toute base, un bon état nutritionnel, ça nécessite une adéquation entre les apports et la possibilité de les utiliser, c'est-à-dire les apports plus leur assimilation d'un côté, et puis les dépenses de l'autre. Les apports, il va falloir les entendre sur le plan quantitatif, notamment apport énergétique, pour compenser les dépenses, et puis sur le plan qualitatif, et notamment en apport protéique et en apport en micronutriments. Alors, les postes de dépenses énergétiques, il y a une dépense énergétique de repos, qui est la base en dessous de laquelle on peut pas descendre, et qui comprend notamment la régulation de la température et tout le fonctionnement des organes au repos. Il y a un autre poste de dépense qui est les dépenses qui sont induites, la dépense calorique induite par l'alimentation et tout le travail de digestion, l'activité physique, et puis, ce qui est spécifique à l'enfant, la croissance. Et tout ça, ça fait une dépense énergétique quotidienne totale. Alors, juste un rappel sur la part de la dépense énergétique liée à la croissance, qui est variable dans le temps, puisque quand on est si on prend la dépense en grammes par kilo et par jour, c'est-à-dire le nombre de grammes gagnés par jour est rapporté au poids de l'enfant. Quand on est sur une vitesse de croissance de 10 grammes kilo-jour, c'est-à-dire en situation physiologique, les premières semaines de la vie. Un enfant, dans les premières semaines de vie, gagne à peu près 30 grammes par kilo et par jour, 30 grammes par jour, et donc, comme il pèse 3 kilos, ça fait à peu près 10 grammes par kilo et par jour. On s'aperçoit que très rapidement, en bas, vous avez l'âge de l'enfant. Très rapidement, dès l'âge de 1 an, en fait, cette vitesse de croissance est de l'ordre de 1 gramme par kilo et par jour, et ensuite diminue, et même avec l'accélération de la croissance à l'adolescence, on voit qu'on n'a quasiment pas d'accélération de cette vitesse de croissance rapportée au poids. Maintenant, quand on regarde cette vitesse de croissance en grammes kilo-jour, si on rapporte ça à quelle est la dépense calorique ou la proportion d'énergie qui est nécessaire par rapport à l'énergie totale, quand on est à 10 grammes kilo-jour, c'est-à-dire en début de vie, 40% de l'énergie que les bébés ingurgitent, 40% leur sert à grandir. Par contre, quand on est à 1 an de vie et plus tard, et qu'on est sur des vitesses de 1 gramme kilo-jour ou moins, c'est 5% ou moins de l'énergie consommée qui sert à grandir. D'accord ? Donc, dès qu'on va avoir une diminution des apports ou un déséquilibre entre les apports et les dépenses, dans la première année de vie, on va très vite, en fait, consommer la partie qui est nécessaire à la croissance, et donc on va avoir une répercussion très rapide sur la croissance d'un nourrisson dès que les apports énergétiques vont diminuer. Donc ça, c'est sur le plan physiologique. L'autre situation dans laquelle on va avoir des besoins importants et une proportion importante de l'énergie qui va servir à la croissance, c'est quand on est dans une situation de croissance de rattrapage, c'est-à-dire quand vous avez une malnutrition sévère et puis à moindre degré dans une malnutrition modérée et qu'on commence à entrer dans une croissance de rattrapage, c'est-à-dire une croissance plus rapide que la croissance physiologique pour essayer de rattraper le retard qui a été pris durant la phase de malnutrition, on va avoir, alors classiquement on dit 10 grammes par kilo et par jour sur une phase de récupération rapide d'une malnutrition sévère, mais on peut aller encore plus loin et monter jusqu'à 15 voire 20 grammes par kilo et par jour. Et donc vous avez vu par rapport à ce schéma, si on est à plus de 10 grammes kilo-jour, dans la quantité d'énergie qui est nécessaire, il va y avoir la quantité
de la dépense énergétique de base, plus cette quantité d'énergie qui est liée à la croissance. Et on est dans des augmentations de besoins qui peuvent aller jusqu'à 2 fois les besoins, multiplier par 2 les besoins de base. Donc, si on prend un nourrisson dont les besoins standards, on va dire, pour grandir normalement et pour se développer, pour son activité musculaire, sont de 100 grammes par kilo et par jour, et qu'il faut augmenter, et que 50% de son énergie est nécessaire pour une croissance de rattrapage rapide, on passe de 100 grammes kilo et par jour à 200 grammes par kilo et par jour, avec toute la difficulté d'arriver à donner ces 200 kilocalories par kilo et par jour en phase de rattrapage rapide. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Parce que je me suis un peu embrouillé. L'autre notion de base sur laquelle je voulais revenir avant d'aller plus loin, c'était la notion de compartiment corporel. Donc, l'organisme est composé de différents compartiments. À gauche, vous avez les compartiments qu'on peut déterminer par impédance-métrie avec en bas la masse grasse et puis ensuite les minéraux, les protéines, l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire. En fait, comme l'impédance-métrie, c'est une technique qui n'est pas très compliquée mais qui n'est pas disponible ici, on va parler dans la suite de l'exposé plutôt de masse grasse et de masse non grasse ou masse maigre ou fat-free mass, qui sont deux compartiments qui sont très différents et qu'on va essayer de déterminer, y compris sans avoir les moyens de la déterminer cliniquement ici. La masse grasse, en fait, c'est un tissu de réserve, c'est des lipides amorphes, mais qu'on peut mobiliser pour l'utiliser comme réserve énergétique. La proportion de la masse grasse, vous savez qu'elle varie entre la naissance et l'âge adulte, avec des bébés qui, au départ, ont une masse grasse qui est relativement limitée, qui va augmenter très rapidement dans les 6 premiers mois de vie et puis ensuite diminuer. C'est pour ça que quand vous avez un indice de masse corporelle et que vous le rapportez à l'âge, les normes ne sont pas les mêmes que chez l'adulte. Elles augmentent de la naissance jusqu'à 6 mois, 1 an et ensuite diminuent. Et l'indice de masse corporelle, on est obligé de le rapporter à l'âge de l'enfant parce que la composition entre masse grasse et masse maigre est différente entre le nourrisson, l'enfant et l'adulte. La masse grasse, on peut l'utiliser et la faire varier sans risque pour la santé. Et certains sportifs ont une masse grasse qui est de l'ordre de 4-5% parce qu'ils ont une masse maigre et musculaire qui est très développée. Et alors que sur le standard, en fait, on est plutôt entre 15 et 20% de masse grasse chez un organisme en bonne santé standard. La masse maigre, c'est l'inverse. En fait, la masse maigre, c'est tout ce qui est à la fois l'eau intracellulaire, extracellulaire, la masse protéique, la masse calcique, c'est tout ce qui est viscéral. Et là, l'atteinte de la masse maigre va entraîner chez l'adulte des risques pour la santé à partir du moment où la masse protéique diminue, ne serait-ce que de moitié. Et on va avoir... Alors, pour la mesurer cliniquement, il y a des systèmes de mesure des plis cutanés. Donc là, je vous ai montré, on fait ça avec un appareil spécial, on mesure 4 plis. Ensuite, il y a des formules selon l'âge et selon le sexe, et puis on détermine la masse grasse, et ensuite on soustrait cette masse grasse du poids total et on en tire la masse maigre. En fait, comme on ne peut pas faire ça en général ici, on va utiliser la courbe de poids par rapport à l'âge et la courbe de taille par rapport à l'âge. Et quand un enfant gagne ou perd du poids, il peut perdre de la masse grasse ou il peut perdre de la masse maigre, de la même manière qu'il perd ou qu'il gagne. Par contre, la vitesse de croissance staturale, on sait que ça c'est un reflet de la masse maigre. Et quand on est dans une situation pathologique chez l'adulte où il y a une perte de masse maigre, en général, ça se répercute chez l'enfant par un trouble de la vitesse de croissance en taille. Alors, si on revient vers l'enfant infecté par le VIH, quels vont être les mécanismes qui vont entraîner des problèmes nutritionnels? En fait, j'en ai identifié 3.
Le déséquilibre des besoins protéino-énergétiques et les apports, et ça, c'est vrai que l'enfant soit infecté par le VIH ou pas. Les processus infectieux aigus et chroniques, et là, c'est vrai aussi chez l'enfant non infecté, mais c'est plus fréquent chez l'enfant infecté en ce qui concerne les besoins aigus et le processus infectieux chronique et une spécificité de l'enfant infecté par le VIH ou infecté par la tuberculose. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps, mais parler en 2 minutes des carences en micronutriments de type 2 qui peuvent entraîner des troubles de la croissance alors qu'on pense avoir résolu les apports protéino-énergétiques et les processus infectieux. Si on parle des déséquilibres, qu'est-ce qui se passe quand on a un déficit d'apport protéino-énergétique chez un enfant? En fait, l'organisme va se mettre au repos, c'est-à-dire que les phénomènes d'hypoglycémie vont entraîner une diminution de l'insuline, et l'insuline, en fait, va entraîner une diminution de l'utilisation des protéines et une mobilisation des graisses. Donc, on va utiliser les graisses comme substrat énergétique à la place du glucose. Le métabolisme va se mettre au repos, va ralentir de plus en plus, l'activité musculaire aussi, et donc on va avoir un organisme qui s'adapte au fait qu'il reçoit plus l'énergie nécessaire. Et bien sûr, dans cette économie, on va avoir une croissance staturale qui va se poursuivre dans un premier temps, puisque la masse protéique va être préservée. Par contre, à partir du moment où les réserves en graisse vont être suffisamment diminuées, la croissance staturale va s'arrêter. Donc on voit sur les courbes une croissance en poids, une stagnation pondérale qui correspond en fait à la masse grasse qui diminue alors que la masse maigre continue pendant quelques temps. Et puis ensuite, la masse maigre diminue aussi. Et donc, on a une perte de poids et au niveau de la taille, on a une stagnation pondérale. Donc, quelles sont les causes? Quand on est cliniquement les causes du déséquilibre, alors le plus classique et la première cause à laquelle on pense ici, c'est des familles pauvres, c'est des situations de famine, de misère, ou des erreurs diététiques. Parfois, il y a suffisamment à manger, mais chez le nourrisson, il y a des erreurs diététiques sur la recomposition des substituts du lait maternel, sur des farines qui sont trop diluées, sur l'alimentation complémentaire qui n'est pas bien introduite. Ça, c'est la partie nutritionnelle pure. Mais on a aussi toutes les autres pathologies du nourrisson, tous les troubles de succion-déglutition qu'on peut voir en cas de fente palatine, en cas de syndrome de Pierre-Robin, en cas de troubles neurologiques, toutes les pathologies digestives d'absorption, les intolérances aux protéines du lait de vache ou les maladies comme les maladies de Hirschsprung, et puis les pathologies organiques sous-jacentes, les cardiopathies, les pneumopathies, qui vont faire que les apports vont pas être suffisants par rapport aux besoins. Un peu à part les troubles de la relation mère-enfant, et notamment quand il y a décès maternel et que le substitut parental n'est pas bien investi par l'enfant, et où on peut voir de véritables anorexie du nourrisson, alors que l'enfant ou le nourrisson a tout ce qu'il faut pour déglutir et pour absorber, mais où on ne va pas réussir à le faire grossir par un trouble psychologique sévère. Et puis, dans ces cas-là, on peut aussi avoir des causes qui sont liées au VIH, mais c'est en général pas le mécanisme principal. Dans certains cas d'encéphalopathie du nourrisson, ou d'entéropathie, ou d'effets secondaires des traitements avec des nausées, des vomissements, le VIH peut être en cause. Mais c'est en général pas ce mécanisme-là qui est le principal. L'autre grand mécanisme, ça va être le mécanisme infectieux, qu'on va diviser en mécanisme infectieux aigu et mécanisme infectieux chronique. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très compliqué, il y a des flèches dans tous les sens. En fait, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe dans une carence d'apport où l'organisme se met au repos et où le métabolisme se ralentit pour essayer de diminuer au maximum les dépenses tout en préservant la masse maigre. Là, en fait, le phénomène initial, c'est une agression, donc un stress, et puis tout un processus inflammatoire qui va entraîner une augmentation de la glycémie, un hyperinsulinisme, donc un turnover glucidique qui va être augmenté, une dépense énergétique de repos augmentée, et parallèlement, un détournement du métabolisme protidique. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que
le métabolisme protidique, au lieu d'être dans une utilisation des acides aminés et des protéines pour fabriquer des tissus, en fait, va avoir tendance à aller chercher les acides aminés et les protéines au niveau musculaire, mais pas pour refaire des tissus, mais pour réagir au processus inflammatoire et donc à fabriquer des protéines de l'inflammation, des immunoglobulines, aux dépens de la fabrication tissulaire. Donc quand on regarde, alors, et puis parallèlement, dans ces situations d'infection aiguë, de stress aigu, on a une diminution des ingestats parce que les enfants vomissent, parce qu'ils sont dyspnéiques et qu'ils n'arrivent pas à prendre les tétés, ou parce qu'ils ont une malabsorption associée. Quand on regarde ce qui se passe chez l'adulte, ça a été étudié chez l'adulte en réanimation, il y a une diminution de la masse maigre, donc de la masse musculaire très rapide, avec une perte du stock protéique qui peut atteindre 20% dans les 10 premiers jours d'un adulte hospitalisé en réanimation. Et alors, ça a été moins étudié chez l'enfant, mais sur une étude prospective au Malawi, où ils ont observé la croissance en taille d'enfants exposés sous support nutritionnel, c'était des enfants malnutris qui ont reçu un support nutritionnel, ils se sont rendus compte que la croissance en taille était moins bonne chez des enfants qui faisaient des épisodes de palu par rapport au groupe qui n'avait pas fait d'épisode de palu pendant la période de l'étude. Donc les infections aiguës ont une répercussion sur la masse maigre qui a été très bien montrée chez l'adulte et chez l'enfant sur sa croissance qui correspond aussi à une atteinte de la masse maigre. Donc chez l'enfant infecté par le VIH, on sait qu'ils ont des infections aiguës plus fréquentes et ou plus sévères que les enfants non infectés et donc on risque d'avoir comme mécanisme une courbe pondérale qui va être en dents de scie avec une répercussion sur la taille qui risque de s'installer relativement rapidement. Donc là, vous voyez un enfant qui grossit très bien jusqu'à 5 mois et puis qui fait un épisode de palu vers 6 mois, qui derrière va récupérer, mais n'a pas de croissance de rattrapage, c'est-à-dire ne récupère pas la courbe normale qu'il aurait dû avoir en l'absence de cette crise de palu. On part donc d'une situation qui est déjà un peu dégradée, et puis il y a une diarrhée, et puis de nouveau il reprend du poids un peu plus vite mais sans rattraper encore une fois la normale. Et puis à la troisième infection, il y a une infection respiratoire, et en l'espace de 6 mois, avec 3 épisodes infectieux, on a un enfant qui a quasiment pas gagné de poids et qui a perdu 3 déviations standards. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la taille, on a aussi une taille un peu en dents de scie, et puis un ralentissement de la courbe de taille et une perte de 2 déviations standards. Donc on arrive à une malnutrition chronique alors qu'on a eu simplement 3 épisodes infectieux. L'autre mécanisme qui là est spécifique de l'enfant infecté par le VIH ou par la tuberculose, y compris si l'infection est peu symptomatique, c'est tous les phénomènes qu'on voit dans l'infection aiguë, qu'on va retrouver dans l'infection chronique à minima, mais on va avoir à la fois une augmentation des besoins en termes énergétiques et un détournement du métabolisme protidique, plus un rôle hormonal sur lequel je vais pas pouvoir m'étendre. Et donc on a une atteinte préférentielle de la masse maigre et un ralentissement de la croissance en taille qui, en l'absence de ces épisodes, va avoir tendance à précéder la cassure de la courbe de poids. Donc ça a été montré dans une étude, alors dans les pays du Nord, où les troubles nutritionnels liés aux carences d'apport sont moins fréquents, et en fait, en suivant 2 cohortes d'enfants, tous exposés, certains infectés, d'autres non infectés, et en regardant leur croissance, on s'est rendu compte qu'ils décrochaient plutôt en termes de croissance staturale, vers l'âge de 2 ans, qu'en termes de croissance pondérale, où là, c'était plutôt vers l'âge de 4 ans. Et puis, une autre étude qui est particulièrement intéressante, qui a été publiée en 2012, qui a regardé sur 2 groupes d'enfants infectés par le VIH, certains qui avaient des troubles de la croissance en taille et d'autres non. Ils ont comparé ça à tout un tas de facteurs et ils ont montré qu'il y avait une relation forte entre la vitesse de croissance et la charge virale. Ça veut dire que les auteurs concluaient que le ralentissement ou l'arrêt de la croissance en taille pouvait être cliniquement, en absence de charge virale, un indicateur de mise sous ARV. Alors ils vont peut-être un peu loin, mais en tout cas,
Dans les situations où on est en difficulté par rapport à la virologie ou par rapport aux examens complémentaires, on voit tout l'intérêt que peut avoir le suivi de la croissance en poids et en taille des enfants. Je vais peut-être passer sur les micronutriments parce que ça va être un peu court. Simplement pour dire qu'on n'a pas d'études qui montrent qu'est-ce qu'il faut donner en termes d'apport en micronutriments, mais il existe très probablement un rapport entre des carences en certains micronutriments de type 2, qui sont des micronutriments essentiels, et les troubles de croissance. On pourra en reparler cet après-midi si vous voulez. Alors, la démarche diagnostique face à un enfant malnutri, qu'est-ce que le médecin doit faire pour analyser la situation? D'abord, est-ce qu'on est dans une malnutrition aiguë ou chronique? Si on est dans une malnutrition aiguë, on va avoir l'indice poids sur taille qui va être abaissé, puisque la croissance en taille continue toujours pendant quelques temps et que le poids peut varier très rapidement. Si on est dans une malnutrition chronique, par contre, on a un rapport sur la taille, quel que soit le mécanisme, puisque tôt ou tard, la croissance en taille va être abaissée. Et puis, les situations qu'on voit souvent chez les enfants infectés qui sont encore plus préoccupantes, c'est est-ce qu'on est sur une malnutrition aiguë, sur un contexte de malnutrition chronique. C'est-à-dire qu'on a à la fois le poids sur taille qui est abaissé et l'indice taille sur âge qui est abaissé. Donc, c'est tout l'intérêt de tracer les courbes de poids et taille et pas de se fixer sur la situation au jour J. Il faut essayer de récupérer au maximum toutes les données antérieures et puis, si on a la chance de suivre les enfants de manière longitudinale, de tracer les courbes de poids-taille au fur et à mesure. Ensuite, maintenant, vous commencez à comprendre les différentes causes. Donc, les causes et mécanismes probables, on commence toujours par est-ce qu'il y a un déficit d'apport et depuis quand? Et là, après, on rentre dans la déclinaison de toutes les causes de déficit d'apport qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans des processus d'infection aiguë, sévère et ou rapprochés? Est-ce qu'on est face à des troubles de l'oralité, c'est-à-dire que même si on corrige une infection, même si on corrige les apports, on va avoir de toute façon des difficultés à faire que le bébé va prendre ses calories? Ou, et là on est dans la spécificité de l'infection par le VIH ou la tuberculose, est-ce qu'on est devant un problème d'infection chronique? Donc, dans tous les cas, il faut que la prise en charge des troubles nutritionnels soit avec une approche médicale et nutritionnelle. La première chose à faire, c'est de traiter une infection aiguë, parce que ça, on a essayé avec des nutritions parentérales sur des adultes ou des enfants qui étaient en stress aigu, et on n'arrive pas à compenser complètement, en cas de stress aigu, tous les besoins, et notamment à cause de ce déséquilibre du métabolisme protéique, ce qui fait que quand on est en infection aiguë, on peut essayer de limiter un peu la casse et d'éviter qu'il y ait une perte de poids trop importante. Donc chez le nourrisson et l'enfant, on va essayer de fragmenter l'alimentation, et puis pour les services hospitaliers qui peuvent le faire, mettre en place une nutrition entérale pendant quelques jours pour passer un cap aigu, et si possible une nutrition entérale continue, parce que c'est ce qui est le mieux toléré dans ces phases d'infection aiguë. Par contre, au décours de cette infection, et ça, dans ce que je vois sur le terrain, c'est rarement fait, il y a un besoin de croissance de rattrapage, et vous avez vu au début que la croissance de rattrapage, c'est beaucoup de calories supplémentaires. Alors, suite à une infection aiguë, souvent, l'enfant a une hyperphagie compensatrice, ce qui fait que si on lui donne effectivement plus d'apports protéino-énergétiques, il va être en capacité de les prendre. Mais souvent, ces apports sont un peu augmentés, mais pas en proportion de ce qu'il faudrait, puisqu'il faut parfois les augmenter de 50 à 100%, et quand l'enfant est capable de les prendre, il faut encore qu'on ait expliqué aux parents comment le donner, et l'enfant ayant un petit estomac, on ne peut pas augmenter les volumes de chaque repas, donc il faut multiplier les repas pendant les 8-15 jours qui suivent une infection aiguë. Et notre rôle de médecin, c'est de vérifier que la croissance de rattrapage a bien eu lieu et donc l'enfant a récupéré son couloir. Normalement, après une infection, l'enfant récupère 100% de son potentiel si, en tout cas, il a moins de 3 ans. Donc c'est, voilà, une croissance de rattrapage, c'est donc une accélération pour rattraper le couloir antérieur de croissance. En l'absence d'infection aiguë,
Bon, il y a toute la correction des erreurs diététiques, Isidore vous en parlera, et je pense que c'est une véritable prescription médicale qui doit être faite, où, depuis la consultation, il faut que le médecin conseille les parents ou conseille l'assistant social ou l'infirmière qui s'occupe après de distribuer les produits sur quelle quantité de lait, quelle quantité de bouillie ou quelle quantité de RUTF. Bon, bien sûr, les compléments en micronutriments et toujours préciser le rythme de surveillance, c'est-à-dire sur une malnutrition sévère, qu'elle soit aiguë ou chronique, on va avoir un rythme de surveillance très rapproché. On peut attendre 15 jours ou un mois pour une malnutrition modérée. Accompagner la mère et l'enfant, c'est compliqué. Et puis, souvent, quand on donne des aliments, c'est un peu distribué dans la famille. Donc, voir comment on peut arriver à donner des aliments qui seront considérés comme aliments thérapeutiques chez l'enfant, quitte à donner une autre portion qui sera distribuée pour la famille, pour être sûr que les quantités caloriques prescrites vont être données à l'enfant. Et puis, si on est en échec, c'est-à-dire que si cette démarche suffit pas, c'est-à-dire qu'on a traité les infections aiguës, on a donné les conseils, éventuellement on a donné des produits, et en surveillant, on s'aperçoit que l'enfant récupère pas ou garde une croissance ralentie, notamment en taille, à ce moment-là, discuter la mise sous ARV. Alors, j'ai pas fait le parallèle avec la mise sous antituberculeux, mais c'est toujours pareil, hein, puisque infection chronique VIH ou infection chronique tuberculeuse, ça donne les mêmes répercussions sur le plan nutritionnel. Donc, discuter la mise sous ARV ou la mise sous traitement antituberculeux selon le contexte. Et là, je vais finir sur deux études. Une qui a regardé la récupération nutritionnelle chez des enfants selon les classes d'âge, après la mise sous antirétroviraux, donc les moins de 3 ans, les 3-6 ans et les plus de 6 ans. Et en fait, l'effet des ARV sur la croissance était meilleur s'ils étaient débutés tôt. On voit que sur le poids par rapport à l'âge, donc la courbe continue, c'est les enfants de moins de 3 ans, donc où il y a une normalisation du poids par rapport à l'âge. Si on regarde la taille par rapport à l'âge, il n'y a pas de normalisation, mais on est aux alentours de moins une déviation standard, ce qui peut être considéré comme normal. Par contre, la courbe en pointillé, ici, c'est les enfants de plus de 6 ans, où on s'aperçoit que la mise sous ARV n'entraîne pas d'accélération, donc pas de croissance de rattrapage en taille. C'est-à-dire, ils vont se remettre à grandir, mais ils ne rattraperont pas. Et tout ce qu'ils ont perdu, au-delà de 6 ans, ils ne le rattraperont pas. Donc, ça veut dire que si on a des troubles nutritionnels qui paraissent sévères et qu'ils sont liés au fait qu'on a une infection virale active, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que sinon, il y a d'autres études qui ont montré qu'on pouvait avoir une perte à l'âge adulte de 10 à 20% par rapport au potentiel initial chez les enfants qui avaient été traités tard par les ARV. Et puis, une autre étude qui est assez logique et que vous connaissez en pratique courante, c'est que quand on met les enfants sous ARV, mais sans prise en charge nutritionnelle associée, les ARV seuls n'arrivent pas à corriger tous les troubles de croissance. Donc en conclusion, le dépistage, c'est un message que j'aimerais qui soit porté après dans les pays auprès de vos collègues pédiatres et médecins généralistes. La prise en charge des troubles nutritionnels, c'est une démarche médicale. C'est pas une démarche d'assistants sociaux. En fait, ils font partie de la prise en charge, mais c'est d'abord le médecin qui doit déterminer le mécanisme et prescrire les calories. On y reviendra avec Isidore. L'analyse des courbes de poids, taille et le contexte clinique, ça permet de faire la part des choses entre des problèmes plutôt purement nutritionnels ou plutôt purement médicaux ou mixtes. Si on ne maîtrise pas les processus infectieux, que ce soit aigu ou chronique, on n'arrive pas à faire récupérer la croissance. Et enfin, les ARV sont nécessaires en général, mais ils doivent être donnés tôt et accompagnés d'une supplémentation nutritionnelle et en micronutriments pour arriver à faire récupérer les enfants. Voilà. Je vous remercie.